4e fois que j'ai la chance ici de commenter ces images et ces projets, ces propositions. Je l'avais fait pour d'une langue à l'autre, pour traduire, pour annonce, et cette fois-ci pour Poétique du cerveau. Alors j'imaginais aujourd'hui que je faisais une expérience et qu'on me mettait comme au bébé cette espèce de casque d'électrode pendant que je regardais le film, et qu'on mesurait les émotions, les zones du cerveau qui étaient activées par ma vision du film. Et sans doute qu'on y aurait perçu à la fois le ressenti d'une violence et d'une douceur. Alors je voudrais évoquer ces deux termes qui me viennent quand je vois ce film, donc c'est pas la première fois que je le vois aujourd'hui. Évoquer ces deux termes en les prenant l'un après l'autre, parce que ce qui me paraît important, c'est que ces deux termes ne rentrent pas avec ce film dans une relation dialectique, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans une forme de jeu où l'un viendrait résorber l'autre. C'est-à-dire qu'il ne me semble pas que la douceur vienne résorber la violence, pas plus que la douceur n'est emportée ou explosée par la violence. Alors, la violence, d'abord, c'est celle d'une contradiction, on pourrait dire même d'un oxymore, qui est même dans le titre, Poétique du cerveau, puisque le cerveau, c'est un terme très technique, c'est un terme d'anatomie. D'ailleurs, j'ai fait l'enquête, j'ai regardé dans le TLF, le Trésor de la langue française, c'est un dictionnaire qui est établi qu'à partir des œuvres littéraires, dont les exemples ne sont empruntés qu'à des œuvres littéraires. Et donc, j'ai regardé la notice cerveau. Donc, le terme cerveau dans la littérature, il est employé que dans son sens anatomique, pratiquement, sauf dans ce sens métaphorique où il signifie l'intellect ou la raison. C'est un cerveau, ou un cerveau au sens une grande intelligence. Donc il n'y a qu'un seul sens métaphorique, mais qui évidemment place le cerveau du côté de l'intellect, du côté de la raison, et pas du tout du côté des affects ou du côté de la poétique. Alors j'ai quand même rencontré une occurrence de cerveau poétique, il n'y en a qu'une, mais c'est une traduction, puisque c'est tiré des mémoires de Stravinsky. Et il emploie cette expression, alors il faudrait voir quelle est l'expression en russe, mais enfin ça doit être traduit quand même au plus près, on peut l'espérer. Et il dit de Weber, donc de son confrère ou concurrent peut-être Weber, il dit c'est un cerveau poétique, mais ce n'est pas un musicien. Et donc là on voit bien que cerveau poétique est pris comme oxymore ironique chez Stravinsky, pour dire c'est peut-être un cerveau poétique, mais incapable, comme c'est un cerveau, de faire jaillir de la musique. Donc c'est en même temps un cerveau anti-poétique. Donc cette seule occurrence de cerveau poétique apparaissait clairement comme un oxymore. Donc je pense que c'est voulu de la part de Nourit d'avoir appelé ça, de cette expression choquante quand même, de poétique du cerveau. Bon, même si là, on peut développer tous les aspects par lesquels finalement le discours neuroscientifique, le discours scientifique est capable d'ouverture poétique, mais c'est quelque chose que je voudrais laisser éventuellement pour plus tard, ou laisser complètement de côté aussi éventuellement. Alors l'autre violence qui découle de celle-ci, c'est évidemment le contraste entre deux types de discours, le discours de l'intime, qui est en noir et blanc dans le film, qui émane des photographies, qui est un discours plein de fragilité, plein de lacunes, plein de trous, plein d'immobilité, et qui est précisément en noir et blanc. Et puis le discours de la science, qui est un discours en couleur, c'est très, très frappant. D'ailleurs, je me suis interrogée, et là c'est encore plus frappant pour moi à la deuxième vision, c'est ce rôle très autoritaire de la couleur dans l'institution universitaire, par exemple, qu'on soit en France, à l'école normale supérieure, ou en Israël, ou en Italie, on a toujours les mêmes couleurs de portes, de linteaux, les mêmes rideaux à lamelles qui sont devant les fenêtres, voilà, des couleurs très vives, les mêmes poubelles, les corbeilles à papier, les mêmes fils. Il y a aussi une emprise de la couleur qui dit bien l'emprise de ce discours scientifique. Ça m'a frappé que le premier chercheur, l'israélien qu'on voit au début, lorsqu'on le voit en plan un tout petit peu plus large, eh bien, il est entouré de prises électriques. Il y a des prises électriques absolument partout, et c'est obsédant pour le regard de voir cela. Et pour moi, c'est aussi une image de cette emprise
du discours scientifique. Mais aussi la couleur, et la couleur qui est tant pour le cinéma aussi. Et là, la place qu'elle prend dans ce film, et qui nous dit, ah oui, la couleur, c'est aussi un autoritarisme, d'une manière ou d'une autre. Enfin, j'ai trouvé que... Enfin, je pense que tu joues beaucoup là-dessus, parce que même certaines images tremblées, etc., glissent vers le noir et blanc. Donc à part le vert des arbres, mais un vert qui se fond très vite dans le gris, ou qui se fond très vite dans le noir et blanc, il me semble qu'il y a quand même dans ce film un discours sur la couleur. Est-ce que tu veux en parler tout de suite ou je continue? Je voulais juste savoir si tu as vu qu'il y a aussi la couleur dans la toute première, dans la chambre vide, où les fleurs... Oui. Donc c'est dans... C'est dans les deux sens. Et puis aussi, je pense que ça vous a frappé, c'est que le seul qui produise un discours conciliateur entre plusieurs types de discours, c'est évidemment le psychanalyste à la fin, François Ansermet. Et lui, il est, alors c'est peut-être parce qu'il est en Suisse, il est peut-être un peu plus riche aussi que les autres, enfin en tout cas, les couleurs sont beaucoup plus atténuées, les tableaux sont encadrés, ce sont plus simplement des reproductions d'un tableau de la Tour, ce sont des vrais tableaux d'artistes. Et on a toujours les fils, on a toujours la même poubelle, la même corbeille à papier, mais on est dans un environnement beaucoup plus atténué, beaucoup plus mesuré, beaucoup moins autoritaire d'une certaine manière dans le discours sur le cerveau qui est proposé. Parce que alors, c'est évidemment sur des sujets en plus où on a tellement eu l'habitude de s'appuyer sur la littérature et sur les arts pour les penser, c'est-à-dire la mémoire, la langue, les traces de l'expérience, tous ces sujets qui ont très forte résonance intime et qui sont la raison aussi de notre monde. Enfin, j'imagine qu'il est partagé par certaines ou certains d'entre vous, enfin, de mon amour de la littérature. Finalement, la littérature a passé son temps à essayer de donner des réponses aux questionnements sur ces sujets, au point que parfois on entend certains discours qui nous paraissent très banales. Les réponses qui sont données sont très banales et contrastent complètement avec l'ampleur des moyens mis en œuvre pour faire les expériences, jusqu'au devenir cobaye de ces bébés. Et où on voit que ce qui nous manque, parce qu'ils sont bien traités, bien sûr, ces bébés, ils sont mignons, ils sont sur les joues de leur maman. Ce qui nous manque, c'est l'histoire, c'est que ce discours de la science, et c'est ça sa violence, ce dont ce discours de la science nous démet, c'est bien l'histoire. Et c'est l'histoire de ces enfants qui nous manque. On nous dit même pas il a un père japonais et une mère française. Ça se voit. Oui, effectivement, lui ça se voit. Mais c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Mais il y en a, ça ne se voit pas, on ne sait pas. Enfin, je veux dire. L'autre, il dit en anglais à la fin. Oui, mais il y en a 2 ou 3 où on ne sait pas. Et de toute façon, on s'en fout de leur histoire. Je veux dire, le Baby Lab s'en fout de leur histoire. Ils sont importants en tant que structure spécifique, bilingue. Voilà. Alors évidemment, dans cette violence de ce discours-là, qui est aussi un discours dont on sait pourquoi aussi il a de l'argent, c'est-à-dire qu'on sait aussi, moi je fais aussi de la recherche, mais dans un tout autre domaine, on n'a pas d'argent, on sait que beaucoup d'argent va dans ce domaine de la neurobiologie, parce que c'est aussi un moyen de contrôle, c'est un moyen de contrôle des corps, c'est un moyen de contrôle des esprits, donc il y a quelque chose de cet ordre, de soutien de ce type de recherche à une société néolibérale, etc. Alors évidemment, le film ne montre pas que ça, donc je voudrais maintenant passer à une autre dimension. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il montre ça aussi. Il y a des moments où moi, je ressens ces discours comme très pesants, et ils me font violence, moi, en tant que spectatrice, et ça s'est produit la première fois, mais ça s'est reproduit lorsque j'ai revu le film. Et c'est en particulier le chercheur qui parle des odeurs, qui parle des larmes. C'est un discours que je ressens personnellement comme insupportable. Donc je voulais rendre compte de cette expérience par rapport au film et essayer de la comprendre. Évidemment, il y a bien d'autres choses dans ce film, et ce qui m'intéresse, c'est que ce bien autre chose ne vient pas contredire
cet effet de violence dont je viens de parler. Et c'est pour moi la force aussi du film, parce que si finalement à la fin on se retrouvait dans l'idée que bon oui, ça peut paraître violent, mais en fait non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça reste un jeu d'opposition et pas une résolution dialectique, comme je le disais en commençant. Alors, la douceur, pour moi, elle vient justement de la question du passage, et pour moi, il y a des forts liens aussi entre ce film et d'une langue à l'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait le sous-titrer d'une langue à l'autre. On passe d'abord d'un langage intime, mémoriel, affectif, personnel, à la langue scientifique, donc on va bien d'une langue à l'autre. Mais inversement aussi, dans le trajet du film, on va d'une langue à l'autre, on va du discours neurobiologique vers le discours de la psychanalyse, et on va aussi du discours de la psychanalyse de nouveau vers le discours intime. Et la possibilité de la compréhension, la possibilité même de raconter son histoire, sa propre histoire pour la narratrice, qui est nourrie explicitement dans le film, la possibilité passe par ce passage d'une langue à l'autre, quand même. Et je trouve que le film le montre magnifiquement. Par ailleurs, j'ai une autre chose qui me frappe en lien avec les autres films de Nourit, c'est qu'on le sait bien, cette langue autoritaire de la science, c'est l'anglais. Or, l'anglais n'apparaît pratiquement pas dans le film, sauf exemplairement, justement, par bribes dans le discours de celui qui parle de l'odeur et des larmes, stop machine signal, etc. Parce que lui, justement, il voulait parler en anglais, on entend que c'est une langue maternelle à lui. Oui. Et je me suis dit, parce qu'il a l'habitude de le dire plus en anglais. Oui, et moi, je vais vraiment demander justement qu'il ne les dit pas dans la langue où il a l'habitude de les dire. Et pareil pour l'italien. C'est-à-dire que, et pour les premiers, les trois, qui voulaient, pour eux, c'était évident qu'ils vont parler en anglais. Donc j'insistais, et tu touches juste là. Donc je l'ai dit, que je me suis dit qu'en passant par la langue dans laquelle il raconte ces choses-là moins, peut-être elle sera plus personnalisée peut-être. Non, mais moi j'ai bien senti que c'était un choix de ta part, parce que effectivement c'est la langue dans laquelle chacun vit, mais c'est évidemment pas la langue dans laquelle chacun travaille. Et parce qu'on le sait, toute cette réflexion est publiée en anglais, elle est dite dans des colloques en anglais, et elle est travaillée par des chercheurs internationaux qui se retrouvent dans des laboratoires où la langue est l'anglais. Non, mais en plus c'est une langue maternelle, il a deux. Oui, en plus. Et donc on parle soit l'hébreu, soit l'italien, soit le français, mais le français parlé depuis d'autres langues, le français suisse, le français de Laurent Cohen avec toute son histoire familiale liée aux langues, le français parlé comme seconde langue par la chercheuse de l'école normale supérieure qui sans doute est hollandaise. Bon, enfin, et cette trace du mineur dans la langue de la science fait bouger quand même le discours. Bravo de l'avoir. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça m'a semblé aussi concerté dans le travail et aussi par rapport à tes films précédents que la question des couleurs et du noir et blanc. Et puis, un autre élément qui me paraît relever d'une certaine douceur, même si l'histoire qui est derrière est très violente, c'est la possibilité de relier quelque chose, puisque la première image, c'est l'image d'une femme, d'une fille, en fait, qui ne sait pas où est sa mère. La deuxième image, c'est l'image d'une fille qui ne sait pas où est sa mère et qui devient mère d'une fille. Et la fin du film, c'est l'image d'une fille qui vient de perdre sa mère. Et donc on a tout ce rapport à la fois de la filiation, de la perte, qui me semble travaillé par le film d'une manière très particulière, parce que le film insiste dans ses discours scientifiques sur le fait que le cerveau humain passe son temps à faire des expériences de la perte. Et que au-delà du caractère positif de ces recherches, ou que le caractère positif même de ces recherches, au lieu de montrer positivement un gain, un développement, etc., indique de la perte. C'est ça que j'ai essayé aussi. Oui, de nouveau, tu touches juste, j'ai essayé partout, dès que c'était possible qu'on insiste, qu'eux insistent là-dessus. Et même Noam, qui, comme tu dis, elle est moins... Il dit quand même cette histoire qui n'a pas l'essentiel de sa recherche.
c'est-à-dire l'essentiel de la recherche, il l'a pas. Il dit que c'est loin. Oui, c'est l'essentiel. Donc il se revendique, mais à la fin il dit oui, mais on n'en sait rien. Et on est encore loin, donc c'est vécu comme perte. Hein. Et le dernier point sur lequel aussi je voudrais insister, c'est bon, le fait que l'imagerie plutôt de ton cerveau apparaisse quand même au cœur du film. Et je me suis dit, qu'est-ce que l'imagerie fait aux images ou qu'est-ce que l'imagerie fait à l'imaginaire parce qu'effectivement, l'imagerie, c'est un mot qui existe, qui renvoie aussi à quelque chose d'un peu réducteur par rapport à l'imaginaire ou par rapport à la production poétique ou artistique d'images. Quand on dit imagerie, on fait référence aux images religieuses ou aux images d'Épinal, enfin, on fait référence à du discours un peu préconstruit. C'est un mot assez péjoratif lorsqu'on parle d'art ou lorsqu'on parle de littérature. Le terme imagerie est assez péjoratif. Évidemment, quand on parle d'IRM, le terme d'imagerie est très valorisé. Oui, imagerie à résonance magnétique, parce qu'il est très valorisé, parce qu'effectivement, oui, fonctionnel. Tu sais, tu y es passé, mais non, IRM. IRM, c'est magnétique, non? Oui, mais c'est IRMF, parce que là, parce qu'on voit le ouais, c'est ça. Là, c'est le fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils essaient de voir, c'est pas le fonctionnement, parce que d'habitude, les IRM, on voit la langue, on ne voit pas la représentation de la langue, de mouvement de la langue, c'est les fonctionnels, parce que c'est dans la recherche, c'est le fonctionnement, de comprendre le fonctionnement de ce qui se fait, et les représentations qui sont dans le cerveau. Donc c'est différent que les IRM. C'est différent. C'est ça. C'est pas des images, médicales, c'est vraiment une... Et alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans la façon dont tu le montres, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse, c'est quelle image tu retiens, parce qu'il y en avait plein d'autres, j'imagine. C'est cette image, en effet, de réduction progressive du visage, donc de l'image, par l'imagerie. Et évidemment, c'est très ironique, me semble-t-il, de mettre ça au cœur du film. Et je me suis demandé, en reprenant une question que pose à un moment le chercheur italien, il dit, je ne sais pas si c'est le jeu qui m'a entraîné vers ce métier ou si c'est l'intérêt pour ça qui m'a fait choisir ce jeu. Et bien de la même manière, on peut se demander dans ton film si c'est cette histoire, l'atteinte personnelle du corps, le fait aussi qu'on attend aujourd'hui des sciences qu'elles nous soignent, qu'elles nous guérissent, qu'elles nous comprennent physiquement. Donc si c'est cette atteinte du corps qui a déterminé cette recherche intime, ou si inversement cette recherche intime qui t'a mené à explorer la question du cerveau. Si tu vas après, mais... Non, tu veux maintenant? Oui. Je voulais m'intéresser à cette matière-là qui serait les discours et les récits scientifiques. Hein. Et à partir de là, j'ai décidé de m'y mettre autrement que dans les autres films, mais d'une manière comme un va-et-vient qui explique un peu chaque fois, parce que comme c'est fait des bribes, et qu'on ne sait rien sur le cerveau global, il n'y a aucune théorie d'ensemble de cerveau, donc comme ça c'est fait des bribes, il fallait que ces bribes rencontrent les bribes de ma mémoire, et ça fait un peu comme un kaléidoscope. Mais le départ était vraiment en suite de films précédents, qui étaient les discours religieux, donc le discours scientifique. Ce que j'ai à dire est plutôt un peu une interrogation, c'est-à-dire il y a évidemment ce discours assez conciliateur à la fin de François Ansermet, qui est certes psychanalyse, mais qui collabore avec un scientifique, enfin en tout cas qui prend en compte tout le travail des neurosciences. Mais alors, il a quand même une langue qui est un peu différente des autres, c'est-à-dire il n'a pas le même vocabulaire, il travaille davantage avec un vocabulaire narratif qui correspond à notre rapport justement à la mémoire, à l'intime, au récit. Il y a quand même une grosse disjonction. Toi, tu commences par l'idée que c'est un symptôme, donc tu sais déjà que ça relève plus de la psychanalyse que justement de l'exploration scientifique. Sinon, tu n'emploierais peut-être pas le mot symptôme aussi naturellement. Et finalement, je me demande pourquoi tu as terminé par justement le discours de la psychanalyse, comme si c'était un discours en effet conciliateur.
c'est-à-dire qui d'une certaine manière réduit là pour le coup un peu ou résorbe un tout petit peu l'écartèlement que l'on sent dans le reste du film entre deux modes de discours, entre justement la couleur et le noir et blanc. Pourquoi moi je me suis quand même posé la question de pourquoi tu avais terminé par ça, comme si finalement c'était un discours qui te convenait mieux et que tu voulais le réaffirmer en fin de parcours. C'est comme toujours de ta part une bonne... Tu touches encore un point. Et il dit des choses importantes que je voulais qu'on entende et que j'arrivais pas à trouver chez les neuroscientifiques. J'ai pensé chercher quelqu'un qui va parler des rêves, un neuroscientifique, mais ce qu'il dit sur les rêves contrairement au restage que je crois qu'il me fait pour le rêve, j'ai pas trouvé vraiment, parce qu'il parle beaucoup du sommeil paradoxal, etc. Et les rêves, ils sont bon. C'est pas que je voulais qu'il explique les rêves d'une manière freudienne, mais et lui, il dit des choses que pour moi étaient vraiment importantes de les réentendre. C'était l'épigénétique par rapport aux génétiques, que c'est pas c'est la fin. Il dit que c'est un peu la fin de tout génétique, hein. Mais j'aurais pu demander quelqu'un d'autre, mais du coup je serais rentrée dans l'épigénétique dans le film, tu vois. Mais est-ce que par exemple, les autres, j'imagine que tous ces chercheurs que tu as interrogés ont vu ton film, oui. Finalement fini. Oui. Et comment ils ont réagi mais comment ils ont réagi au montage général et au discours de Hans Vermeer? Ils sont d'accord avec ce discours? Enfin, est-ce qu'ils ont réagi? Non, j'ai pas encore eu l'occasion de parler avec eux comme ça, parce qu'ils sont très pris et ils n'ont pas tout vu. Laurent Cohen a dit que le film est magnifique, bon, mais je suis pas allée. Qu'est-ce que tu penses de la psychanalyse? Mais juste pour enfermer, donc voilà, ils étaient là, et en plus, pour moi, entendre juste que quand le mot inconscient est prononcé par les uns et par les autres, on ne parle pas du même mot. Ce que j'ai trouvé le plus important dans le poème qui se trouve en exergue du film, hein, c'est-à-dire le texte en hébreu, c'est-à-dire en hébreu, un passé, un futur, pas de présent, un entre-deux, le présent, un entre-deux. Oui. Il me semble que le terme le plus important de cette phrase, c'est justement entre-deux. Oui. Et que ce vers quoi tu cherches à conduire aussi ces scientifiques, c'est du côté de cet entre-deux, où ils sont capables de faire se rejoindre leurs recherches avec des préoccupations beaucoup plus, absolument, disons, pas centrales, parce qu'elles le sont de toute façon, mais beaucoup plus incertaines. Dans une zone d'incertitude. Et effectivement, le fait qu'ils insistent sur éventuellement les lacunes de leur propre recherche, il me semble que c'est toi qui les emmène vers ça éventuellement, ou qu'ils insistent sur les éléments de perte ou de manque, hein, comme vous disiez, va aussi dans le sens de ce que tu suggères, là où tu suggères de les amener. Et évidemment, notamment, je trouve celui qui parle de la mémoire, hein, qui parle des voyages vers l'avenir et des voyages vers le passé, la façon dont ces voyages vers l'avenir du cerveau rejoignent les voyages vers le passé. Il y a quelque chose de très littéraire, voire presque mystique, hein, dans la façon dont il parle de ce rapport imaginaire à l'avenir, ou des liens entre imaginaire et mémoire, donc, qui sont des choses qui ont été prises en charge avant par la philosophie ou par la littérature, mais qui là on voit comment il est entraîné vers cet entre-deux-là, et que son langage même change à ce moment-là. Et puis, et donc pour moi c'est aussi ça la douceur du film, c'est-à-dire c'est cette manière dont tu conduis ces discours vers un entre-deux qui nous oblige nous aussi à repenser les termes poétiques dans lesquels on en parlait. En revanche, une chose que je voudrais pas faire, même si je sais que ça peut être tentant, et voilà, je terminerai par une sorte de négation, moi aussi, c'est de poétiser ces discours, hein. C'est-à-dire que on a tendance parfois à poétiser la science, c'est-à-dire à prendre des termes pour en faire des termes métaphoriques, ce que d'ailleurs tu fais toi-même avec Neurones Miroirs.
Mais alors évidemment, le miroir, ils le font d'abord, oui, mais c'est impressionnant le cercle quand même de la métaphore. Je voudrais terminer là-dessus parce que finalement, c'est là qu'il y a une douceur du film aussi. C'est qu'au départ, ils emploient miroir, alors ça s'entend aussi très bien en italien, un specchio, parce qu'on voit tellement ces miroirs, qu'on voit les miroirs vénitiens, etc. Ou dans les tableaux, certains tableaux où on voit ces miroirs qui produisent des anamorphoses, le tableau dans le tableau, etc. Donc ils prennent une image pour caractériser le cerveau, neurone miroir, mais ensuite on remétaphorise, enfin on réinvestit métaphoriquement le terme scientifique, ce que tu fais en filmant des arbres sur l'eau, etc. Et donc là on est pris en fait nous-mêmes dans ce cercle des discours où malgré tout ils se reflètent l'un dans l'autre. Moi j'ai été très intéressé par l'histoire des odeurs, parce qu'il y a une dimension sexuelle absolument évidente. Enfin, quand on parle de ces femmes qui se coordonnent, enfin, bon, je trouve que là la sexualité apparaît, et à l'insu du chercheur, je trouve. Et ce chercheur, enfin, il me paraît plus, je dis les choses de façon chaleureuse, plus bestial que les autres, et ça me plaît. C'est-à-dire que la douceur et la violence sont vraiment absolues. Alors que le bureau d'Ansermet, il me paraît un peu aseptique. Enfin, bon, et ce qui me paraît alors génial, c'est effectivement la fin. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que Ansermet va nous rassurer, et puis alors on repart en abîme avec Meurice dans cette histoire des trois mers. Alors je trouve ça absolument génial. Enfin, je la remercie énormément. Donc ce que je voulais vous dire aussi par rapport à l'entre-deux, moi, je reste près du texte. Moi, j'appelle ça l'interdire. Interdire. Et je dis, c'est une mise en abîme que nous propose Meurice, à savoir que plus il y a de réponses, plus elle nous envoie dans la question.